Édouard, est-ce que ça va? Ça va très bien? Oui, ça va, merci et toi. Je vais très bien, merci. Et on va passer maintenant, on va commencer la leçon 9. Ça veut dire la leçon, fais voir, une seconde. Donc, la leçon dernière, on a parlé sur le groupe germanique. La leçon 8, on a parlé sur le groupe germanique. Et maintenant, on va parler, on va parler sur qu'est-ce que c'est le groupe germanique. Et maintenant, on va parler spécifiquement du allemand, les langues scandinaves et l'anglais. Oui. La leçon 9. La 9e leçon. Et ici, c'est la 10e. Voilà. Donc, Edouard, allons-y. Et ici, on va parler maintenant sur l'histoire de la langue allemande. Allons-y. Ça bouge. Donc, on a une certaine périodisation, c'est-à-dire la division par période de l'histoire de la langue allemande. Je vais aussi répéter que euh, les peuples germaniques et les peuples slaves, euh, au début, au début du Moyen Âge, on laissait très peu, assez peu, relativement peu, de traces écrites. Et entre, je dirais, 6e et plus ou moins 9e, 10e siècle après Jésus-Christ, euh, les peuples germaniques écrivaient dans l'alphabet runique, avec les runes. Et donc, les plus anciens témoignages du vieux haut allemand datent du 6e siècle. Moi, j'ai besoin Les seulement anciens... de savoir si tu vois mon écran. Oui, oui, je le vois, merci. D'accord, parce Euh, qu'ici, le système, le programme, il dit que le share du écran, il est en pause. Mais si tu me dis que ça marche, donc ça non, marche. je le vois. Oui, merci, ça va. D'accord, allons-y. Et donc, rappelons-nous que Quel numéro? c'est le numéro 56. Donc, rappelons-nous que les tribus germaniques ont colonisé l'Empire romain. Et donc, ils se sont répandus un peu partout. Et entre 6e et 9e ou 10e siècle, on écrivait avec les runes, voilà, de l'alphabet qui s'appelle Futhark. Futhark, cela veut dire l'alphabet runique en rune, surtout quand on écrivait en alémanique. Après, donc, il nous reste très peu d'écriture. Comme j'ai dit, les tentatives, parce que la Bible était traduite dans la langue gothique, mais aussi il y avait les tentatives de traduire quelques parties de la Bible euh, avec l'alphabet runique. Voilà. Mais à part de ça, il nous reste très peu d'inscriptions. Les inscriptions tombales, ou je ne sais pas, sur l'argile ou sur les supports comme ça, mais très peu, vraiment très peu. C'est en fait un peu surprenant parce qu'après la culture allemande qui a joué un tel rôle dans l'histoire de l'humanité, à cette époque-ci, ne produisait pas beaucoup de choses. Voilà, on passe au moyen haut allemand, le point 57. Ce terme désigne l'état de la langue haut allemande entre 1050 et 1350.
Voilà, on le fait parfois durer jusqu'au XVe siècle. Aussi, à propos de cette époque, à part de la traduction de la Bible, on ne peut pas dire grand-chose, sauf que après le Xe ou XIe siècle, du point de vue pratique, je dirais comme ça, on abandonne presque totalement l'alphabet runique, les runes. On commence à écrire en latin avec les diacritiques que nous avons vus tout à l'heure, avec l'umlaut, comme U avec umlaut, deux points, comme ça, voilà, sur quelques lettres, comme ça. Voilà, après, c'est l'allemand moderne naissant. Voilà, environ entre 1350 et 1650. Il a été notamment utilisé par Martin Luther lors de la traduction de la Bible au XVIe siècle. Et c'était un point crucial parce que à l'Église, à cette époque, on lisait la Bible en latin et le peuple germanique, je dirais le peuple vraiment au sens propre du mot, c'est-à-dire les paysans, ne comprenaient pas le sens. Ils reproduisaient automatiquement les prières en latin, mais ils ne comprenaient pas le sens. Et Martin Luther, il a voulu traduire la Bible en allemand, ce qu'il a fait, pour que le peuple, ou je dirais la foule, au sens positif du terme, que tout le monde comprenne la Bible. Et c'était vraiment le début littéraire de la langue allemande. Bien que Martin Luther, d'ailleurs, c'était le fondateur du protestantisme. Et l'Allemagne est devenue un pays protestant, ainsi qu'une partie de la Suisse. Et n'oublions pas que Jean-Sébastien Bach et le compositeur Handel, ils étaient protestants. C'est pour ça que dans la messe, dans la liturgie, ils pouvaient introduire l'orchestre. Tandis que dans la messe catholique, c'est l'orgue. C'est l'orgue avec le chœur. Et chez les protestants, l'ambiance est bien plus libre. Et le protestantisme a créé beaucoup d'écoles religieuses en Amérique. Et nous devons tout ça à Martin Luther, qui était le fondateur du protestantisme, bien qu'il fût la personnalité, on peut en dire, c'est-à-dire, par exemple, il a invité les Juifs pour que les Juifs aident le développement économique de l'Allemagne, mais quand il n'avait plus besoin des Juifs, il s'est comporté vraiment comme un antisémite en accusant les Juifs de tous les péchés du monde pour les chasser de l'Allemagne. Et donc, c'était la personne qui était ambiguë dans son comportement et dans son rôle historique. Après, nous passons au moyen bas allemand. Le moyen bas allemand est l'ancêtre de l'allemand moderne. Il a été parlé environ entre 1100 jusqu'à 1500, se séparant ensuite en bas saxon, c'est-à-dire en bas allemand occidental et en bas allemand oriental. Maintenant, nous allons passer au point 64. Donc, si tu pouvais, on peut monter. Voilà. C'est le point 64. L'empire allemand. Est-ce que tu peux monter, s'il te plaît, mon plan? 65? 64. Oui, 65 et comme ça de suite. Allez. Attends, parce que je ne vois pas, parce que je vois la même image. Est-ce que tu peux monter, feuilleter les pages, s'il te plaît?
Ou peut-être je ne vois pas bien ton... Attends, maintenant, je ne vois pas ton écran. Ah oui, maintenant c'est bien. Voilà, donc la langue allemande était la langue du commerce et du gouvernement sous la dynastie de Habsbourg. C'est une dynastie très importante parce qu'à l'époque, l'allemand s'est répandu un peu dans toute l'Europe jusqu'à Prague. Jusqu'à Prague. Et jusqu'au milieu du 19e siècle, il était utilisé dans les villes, dans la majeure partie de l'Empire allemand. Voilà. Le fait de parler allemand n'indiquait pas la nationalité du locuteur, mais plutôt son métier, marchand ou origine. Parce que bien sûr, il ne faut pas oublier que bien que l'Empire allemand s'est propagé dans l'Europe entière, les gens ont gardé leur langue de leurs origines. Et donc, sa forme écrite basée sur la langue de Lübeck fut développée, mais après, voilà, il n'était jamais codifié. Et jusqu'à 1800, l'allemand standard était presque uniquement la langue écrite. Voilà, nous allons passer au point 66, s'il te plaît. Oui, merci. Voilà. Et donc, à cette époque, je parle du 19e siècle, jusqu'à présent, la langue allemande, on l'apprenait quasiment comme une langue étrangère. On peut se demander pourquoi. Parce que la langue allemande, surtout jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, présentait les dialectes à tel point que parfois on utilisait la langue française pour être compris. Par exemple, l'allemand du Nord, pour se faire comprendre avec l'allemand du Sud, il allait employer la langue française. Donc, après, donc, il a fallu passer à la standardisation de la langue, voilà, qui a été faite en 1860. Et la grammaire et les règles, voilà, on l'a sorti en 1880, voilà, en 1880. Et c'est un peu surprenant, cette standardisation assez tardive, 1880, parce qu'en Grèce, c'était au IIIe siècle avant Jésus-Christ, tandis qu'en Allemagne, c'était en 1880 seulement. Voilà, et à partir de cette date, il y a la langue littéraire écrite, imposée et enseignée dans toute l'Allemagne, en Suisse, mais pas en Autriche, parce qu'en Autriche, ils ont conservé leur variante de la langue allemande. Voilà. Et si tu n'as pas de questions, on peut passer aux langues scandinaves. Oui, par l'instant, tout ça va. Allons-y, les langues scandinaves. Oui. Donc, les langues scandinaves ont commencé à se différencier des autres langues germaniques vers l'an 200 après Jésus-Christ, après les périodes du proto-norrois ou du vieux norrois. Traditionnellement, les langues scandinaves sont divisées en deux branches principales, occidentale et orientale. Les langues scandinaves orientales ont subi une forte influence du moyen bas allemand pendant la période d'expansion, voilà, des tribus germaniques. Une autre classification met l'accent sur la compréhension mutuelle plutôt que sur un modèle en arborescence, aboutit à la place à placer le norvégien, le danois et le suédois dans un groupe continental, tandis que le
féroéen et l'islandais se retrouvent dans le groupe de langues scandinaves insulaires, c'est-à-dire les langues des îles. Pour parler de l'exemple norvégien, voilà, j'ai étudié cette langue pendant une année. C'est une langue très intéressante parce qu'il y a beaucoup de dialectes. Et donc, j'avais déjà mentionné qu'il y a le bokmål. Qu'est-ce que c'est bokmål? Book, c'est le livre. Donc, la langue écrite, la langue standard. Et le nynorsk, la langue norvégienne parlée. Voilà, mais le bokmål, la langue littéraire norvégienne, partage l'essentiel de son vocabulaire et sa grammaire avec le danois. Et suivant pratiquement le même orthographe jusqu'à la réforme de 1907. Voilà, donc si tu pouvais, on peut... Quelle langue est-ce que tu as étudié, le bokmål? Ah oui, j'ai étudié les deux. Bokmål, quel autre? Nynorsk, c'est-à-dire nouveau norvégien, et bokmål. Où elle est ici, cette langue? Elle est où ici, cette langue? C'est le numéro 79. Voilà, bokmål, standard. Bokmål, c'est quel autre? Et, moi, je ne l'ai pas écrit, je l'ai dit oralement. Parfait, d'accord. C'est la langue parlée, la langue norvégienne parlée. Et donc, il y a toujours la compréhension mutuelle entre toutes les langues de la Scandinavie. Voilà. Donc, en fait, parce qu'ils sont toujours très proches de la langue proto-norrois. Maintenant, nous allons passer à l'histoire de la langue anglaise. Voilà, c'est le point numéro 83. Voilà. Et, la langue anglaise et son histoire est un peu à part. Donc, ça vient des dialectes anglo-frisons, des tribus germaniques du nord-est européen. La langue a été largement influencée, surtout au plan lexical, par différentes formes de langue germanique emportées par les colons scandinaves. Les tribus germaniques s'étaient installées en Grande-Bretagne, dont les mieux connus, ce sont les Angles. De cela vient le mot l'anglais, aussi que la personne anglaise, la langue anglaise, l'Angleterre. Voilà, ça vient du nom d'un tribu des Angles. Le vieil anglais, d'abord écrit en runes, aussi comme les autres langues germaniques, puis avec l'alphabet latin apporté par les scribes irlandais au 8e siècle. Et ici, si tu montes un peu la page, on peut voir les runes anglaises. Voilà, sous-titrées avec l'alphabet latin. Le vieux anglais, d'abord écrit en runes, puis avec l'alphabet latin, apporté par les escrits. Et tu vois, est-ce que tu vois l'image des runes? Voilà, ce sont les runes anglaises. Elles sont un peu différentes des runes germaniques. En plus, sur cette image, nous voyons la variante un peu standardisée, un peu tardive. Parce que, comme on peut voir avec le sous-titrage, c'est sous-titré avec les lettres latines. Donc, on peut supposer déjà la normalisation, voilà, pour transcrire l'alphabet latin. Voilà, donc il y a quelques ressemblances. La lettre B, par exemple, voilà, la lettre F aussi. Qu'est-ce qu'on peut voir? La lettre H, I. Voici le L. Il y a combien d'alphabets? Il y a l'alphabet latin, le cyrillique,
Euh, En fait, il y a, je dirais, une banalité. Il y a beaucoup d'alphabets. L'essentiel, c'est leur histoire et la classification. C'est-à-dire que l'alphabet runique des runes, euh, voilà, Qu'est-ce que tu en non, penses, Edouard, d'en faire une leçon en train de parler euh, des alphabets? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc, on va parler de tous oui, les alphabets importants, pas les oui, importants, mais les plus importants. Par exemple, c'est le latin, le cyrillique, il y a l'alphabet le chinois, le japonais, il y a l'alphabet indien et il y a l'alphabet, je pense qu'ils sont les plus importants, les cinq. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, oui, et parce qu'il y a beaucoup d'alphabets qui n'ont pas survécu. Oui, parce qu'ils sont les alphabets, ces alphabets que je te dis, les alphabets qui sont plus populaires et qu'il y a plus de gens, des parlants aujourd'hui. Oui, oui, Donc, on peut faire exactement. une classe sur ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui. Ah oui, avec plaisir. Oui. D'accord. Allons-y, on On continue. revient. C'est intéressant ce alphabet-là. Euh, Oui, on peut oui. même apprendre un alphabet comme ça. Euh, euh, non, je pense que c'est pas la peine d'apprendre un alphabet comme ça. C'est Euh, intéressant seulement de voir, de savoir qu'il existe, mais d'apprendre un alphabet comme ça, je pense que c'est pas la peine parce que et juste ça sert à rien. une petite parenthèse. Malgré tout, il y a les spécialistes qui connaissent ces deux variantes euh, runiques, allemande et anglaise. Et comme j'ai dit dans la leçon précédente, parfois on peut voir dans le cinéma ou dans la littérature l'emploi de cet alphabet. Le problème, c'est que nous ne savons pas très bien les mots qui ont été écrits avec cet alphabet. C'est pour ça que si tel ou autre auteur prend cet alphabet, il va tout simplement transcrire, par exemple, soit les mots anglais avec cet alphabet, soit les mots latins avec cet alphabet. On ne peut pas faire plus. Mais il y a des gens qui connaissent voilà, ces dessins, voilà, ces choses dessinées voilà, avec cet alphabet. Maintenant, on peut passer oui, donc les Vikings. Qui c'était les Vikings? J'ai dit quelques mots. C'était Édouard, j'ai arrêté de enregistrer parce que j'ai besoin tellement d'aller aux toilettes. d'accord, Un petit seconde. Édouard d'accord. Tashka. Dai, pensavo, Édouard, oui, Édouard, j'ai quelques oui, compromis, et donc j'ai besoin qu'on finisse cette classe dans 20 minutes. Donc,
Est-ce que tu peux essayer d'accélérer un peu? Ah oui, bien sûr, sans problème. D'accord. Donc, je vais enregistrer maintenant. Dans 3, 2, 1, ça marche. Donc, on va parler maintenant, Edouard, des Vikings. Oui, j'aime bien l'histoire des Vikings. Les Oui, Norsemen. oui, c'est juste deux mots que les Vikings, c'était Comment est-ce qu'on peut dire les- Norsemen en français? comment? Le Norsemen en français. Comment est-ce qu'on peut dire? Les hommes du Nord. Les hommes du Nord, voilà. Voilà, donc c'était en fait c'était les Scandinaves, mais c'était en tribu, ou plutôt en groupement un peu particulier. C'était à la fois les pirates, euh, les voleurs maritimes, mais aussi qui étaient grands spécialistes en politique et qui, malgré tout, ont apporté des choses de la culture. euh, et pour les Russes, ça je vais mentionner dans ma conférence sur la Russie, et pour les Anglais, y compris le vieux norrois. Au point 88, nous voyons les mots provenant du vieux norrois qui sont follow, take, give, skin, etc. Aussi que la grammaire comme they, them, their, et l'apparition de la terminaison S de la troisième personne du singulier. C'est aussi c'est dû à l'arrivée des Vikings. Voilà, et aussi on peut témoigner l'utilisation plus élargie du neutre, du genre neutre, notamment à partir de l'article défini masculin singulier anglo-saxon c'est le. Plus tardivement, voilà, on voit l'orthographe ancien V à l'origine du moyen anglais V, le, la ou les. Donc, l'anglais du Moyen Âge est une langue qui a évolué pour permettre entre compréhension entre deux ou même trois peuples. C'est-à-dire, à l'époque, surtout les peuples scandinaves et les Anglais se comprenaient voilà, très bien. Le vocabulaire s'est enrichi avec de nombreuses empreintes lexicaux de l'influence du latin, langue liturgique et du christianisme que les scribes irlandais ont apporté, était aussi très forte. Et on arrête le vieil anglais au 19e siècle. Après, j'ai mis une poésie en vieil anglais. Moi, je ne saurais pas le lire, c'est le point 94. Voilà. Et la transcription moderne de la même poésie à partir du point 102. Tu vois? Voilà. Peut-être tu pourras le lire à partir du point 102. Non, le point Non, non, plus bas, le point 102. C'est la traduction de tout ce que nous voyons en haut. oui, le point 102, c'est le Father Ours, thou that art in heaven. Ouais, mais c'est différent quand même. Donc, hallowed by thy name. C'est étrange ça encore, on n'utilise plus ça chez l'anglais. Et c'est Comme le moyen thy, anglais. comme thy, comme thy rich. C'est étrange, Edouard, encore. Je pense que ça, c'est pas l'anglais moderne encore, parce que c'est Ben étrange. oui, bien sûr, c'est l'anglais historique. Ça, Voilà. on n'utilise pas ça aujourd'hui, ces genres des écritures. And forgive us our guilt, as also we forgive our guilty. And lead not thou us in temptation, but lose. Ok, ça c'est parce que c'est l'écriture biblique
Donc, l'écriture biblique, elle est jusqu'aujourd'hui ancienne. On dit qu'elle est jusqu'aujourd'hui l'écriture ancienne parce qu'elle est trop formelle, elle est trop ancienne. L'écriture biblique, elle est chiante. Euh, Voilà, donc on va passer au point 110, moyen anglais. Selon des sources, l'origine des mots anglais se décompose comme suit. Le latin, 29%, 29%. Français, 29%. Germanique, 26%. Grec, 6%. Autres, 10%. Ce sont les emprunts aux autres langues, voilà, de la langue anglaise. Voilà, après j'ai mis les exemples des influences et des changements. Guillaume le Conquérant du nord de la France s'installe en Grande-Bretagne et impose le normand comme langue de la cour qui évolue en français anglo-normand. Tout cela entraîne une modification profonde de la langue anglaise. Les emprunts sont très nombreux et concernent principalement les domaines auxquels s'intéressent les maîtres normands, c'est-à-dire l'administration comme authority, gouvernement, la justice, evidence, pardon, la religion, abbaye, temptation peut-être en anglais, l'armée, battle, retreat, la nourriture, crime, vinaigre, la mode, button, garter, les arts, ministrel, rythme, les sciences, anatomie, sculpture, etc. Cependant, d'autres termes, comme une phonétique plus, plus spécifiquement normande, qui masquent leur origine continentale, par exemple comme var, vere, la guerre, veit, veiter, guetter, voilà, car, c'est le char, candle, qui veut dire la chandelle, voilà, et, voilà, etc., comme wallop, galop. Et ces emprunts donnent sémantiquement souvent avec des mots, pardon, ils doublent souvent avec des mots du radical saxon germanique. Le mot saxon est employé par le peuple, alors que le terme français est souvent lié au registre soutenu ou au parler de nobles. C'est pour ça qu'en anglais, on a toujours les doublés. Voilà. Anglo-saxon et français. On a des synonymes. Voilà. Et comme c'était aussi en allemand, on a dû euh, adapter l'alphabet latin à la prononciation anglaise. On a introduit le digramme de la langue comme CH, SH, GH, TH, en introduisant la lettre W, anciennement en digramme W, littéralement W, le V double, ou le OU double. Voilà. Après, on a remplacé la lettre ancienne forme, remplacée par TH. Et Z, Yort, prononcé comme Z, remplacé par GH principalement. Voilà, et ensuite, nous voyons le point 115 en moyen anglais. Voilà, tu vois aussi une poésie en moyen anglais à partir du numéro 116. Je ne comprends pas. C'est pas du tout compréhensible? One that April with his shore salt. La première qui est avril avec, avec son shore salt. Je ne comprends pas. Au droite,
la droite de Mars at percet de route, la route. On peut comprendre quelque chose au chemin, mais des autres pas. Donc, c'est of which virtue engendre. Je ne sais même pas lire ça. En anglais moderne, oui, ça peut marcher. When C'est la April with traduction en its anglais moderne. sweet showers. When April with its sweet showers. Quand il est avril, avec ses bains Les averses douces. Parce qu'en bas, il y a la traduction en français à partir du numéro 126. Avril avec ses averses douces. Percer la sécheresse de mars. Ouais, mais ça c'est trop poétique. Ouais. Oui. Voilà, c'est pour montrer la différence. Oui, mais c'est super ça, c'est super. Moi, j'ai Voilà, beaucoup. donc le dialecte d'East Midlands au Edouard, XIVe une siècle. question. L'anglais moyen, il est l'anglais de la Moyen Âge, c'est ça? Oui, oui. Et l'anglais ancien, l'anglais... attends. L'anglais ancien, c'est... la même chose que l'anglais moyen? Non, parce que c'était la période entre, je dirais, 10e et 14e siècle. Voilà. D'accord. Donc, en premier, Et l'anglais même 12e vieil, siècle. l'anglais vieil, Pour, après l'anglais moyen et après l'anglais moderne. D'accord. ouais. Pourquoi je ne peux pas répondre à cette question d'une façon unanime? Parce que selon les chercheurs et les historiens de la langue anglaise, nous avons plusieurs divisions. Et donc, voilà, parfois, les points de vue des chercheurs ne sont pas en accord. C'est pour ça. Et donc, à partir du dialecte d'East Midlands, au XIVe siècle, est distinctement reconnu comme étant l'origine de l'anglais moderne. Le grand changement vocalique, c'est-à-dire de la prononciation, qui a vu la modification en profondeur des voyelles anglaises du XVe siècle, marque le tournant d'un autre état de la langue, l'anglais moderne. On y distingue deux sous-périodes, comme l'anglais moderne naissant à partir du XVIIe siècle, la période de Shakespeare avec sa riche variété d'écriture et de prononciation. D'ailleurs, c'est vrai que chez Shakespeare, par exemple, l'anglais n'est pas facile. Parfois, il omet, c'est-à-dire il ne met pas les noms, il les sous-entend. Voilà, la phrase de Shakespeare est plus libre. Voilà, et il y a beaucoup d'autres différences avec l'anglais standard. Donc, lire Shakespeare, c'est pas du tout gagné. Et généralement, en bas de page, parfois on traduit, pas traduit, mais on explique les phrases de Shakespeare dans l'anglais contemporain. Et après, c'est l'anglais moderne, l'anglais tardif, entre 1650 et 1700. Voilà, l'époque où on a commencé les conquêtes mondiales britanniques. Et selon un chercheur que je connais personnellement, c'est chaque 100e personne sur notre terre parlait anglais pendant l'époque des conquêtes. Parce qu'on a fait la conquête. C'est l'anglais moderne tardif. Tardif, ça veut dire quoi? Tardif, c'est-à-dire que
C'est un peu conventionnel, c'est-à-dire l'anglais moderne naissant en opposition en anglais moderne tardif, c'est-à-dire actuel, l'époque la plus tardive, c'est-à-dire la dernière époque, voilà, qui dure jusqu'à présent. D'accord. Voilà, et donc c'était dû, pas c'était dû, mais c'était en relation avec les conquêtes britanniques. Et aussi, il ne faut pas oublier que les peuples conquis, comme les Indiens, les Africains, ont apporté aussi leurs mots, leur lexique. Et cela aussi a enrichi la langue anglaise. Parce que il ne faut pas oublier que la langue anglaise est très riche au niveau des synonymes, ce qui n'est pas le cas des langues romanes. Euh, c'est pas le cas du français, c'est pas le cas de l'italien. Il n'y a pas autant de synonymes. Par exemple, en français, on dit voyage et en anglais, il y a trois mots, voyage, trip et travel. Nous avons déjà trois mots pour désigner un seul mot qui est le voyage en français. Et comme ça, avec beaucoup de mots. C'est pour ça que la langue anglaise voilà, est très riche aux synonymes grâce à son histoire et aussi aux conquêtes. Malheureusement, c'est en fait social assez triste, la conquête, parce que c'est toujours, il y a du sang, des meurtres, des guerres, bien sûr, c'est pas joyeux tout ça, mais malgré tout, il y a un côté, si je peux me permettre, plus ou moins positif, c'est l'enrichissement de la langue anglaise qui est devenue très riche au niveau des mots, justement. Donc, pour finir, en 1940, on a créé Basic English qui comprend seulement 850 mots. Et les linguistes ont supposé à juste titre que, en possédant le Basic English, on pouvait communiquer plus ou moins partout dans le monde. Et voilà, pour rigoler un peu, c'est aussi, comme on dit en France, la langue des aéroports. Voilà, pour se faire comprendre quel gate il faut prendre. Voilà, et Winston Churchill, le Premier ministre anglais, a beaucoup soutenu ce programme. Mais avec les autres langues, notamment avec le français, il y avait la même tentative, mais cela n'a pas marché. Voilà, ici, voilà, je peux finir. Si tu as des questions, voilà, elles sont bienvenues. Non, je voulais seulement savoir si tu, par exemple, si tu trouves ces mots ici dans, dans un archive, comment est-ce que je peux dire ça? Attends une seconde. Dans une déposée, dans un fichier, dans un dossier, si tu trouves ces 850 mots, si on trouve ça, on peut bien partager avec les gens qui regardent ces leçons à nous. Ça peut bien être intéressant pour eux. Edouard, Oui, oui, d'accord. oui, Edouard, c'est ça. Je ne vais pas faire des questions. J'ai, oui, quelques questions, mais je ne vais pas faire parce qu'on est déjà, pour qu'on ne passe pas le temps, on va déjà finir cette classe. Et voilà, aujourd'hui, on a vu euh, la leçon 9, le groupe germanique. Donc on a vu l'anglais, l'allemand et les langues scandinaves. Maintenant, il manque le norvégien, le danois, le suédois et le finlandais, mais on a parlé déjà sur ça un petit oui. Nous peu. avons parlé du norvégien, du danois et du suédois quand j'ai parlé de l'histoire des langues germaniques. Voilà. Et le finlandais, c'est pas le groupe indo-européen.
D'accord. La prochaine Parce que j'ai marqué leçon, sauf le finlandais. oui. Alors, la prochaine leçon, ce sera la 10. Ce sera le groupe germanique, le, Non, ça, on a déjà parlé. le norvégien, le danois et le suédois. Et Non, pas le ça j'ai finlandais. déjà parlé lors de l'histoire des langues scandinaves. Voilà, j'ai déjà parlé voilà, pendant cette leçon. Maintenant, tu veux parler du finlandais ou on ne parle plus de ça? De Non, Kunsela. parce que c'est sauf le finlandais. Le finlandais n'appartient pas au groupe indo-européen. Il partit en C'est quelle langue? la famille finno-hongroise qui inclut les langues finlandaises, hongroises, D'accord. euh, voilà, et d'autres. Mais D'accord, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Maintenant, alors, on passe au groupe Islav et Balte, c'est ça? oui, et je préfère diviser ce groupe et prochainement, j'aimerais bien parler du groupe slave. D'accord. Le groupe slave. Attends une seconde. On va parler la leçon 10, le groupe slave, et après, on va parler du groupe balte, c'est ça? Ouais. Euh, d'accord. Donc, le groupe slave, il appartient à... Attends. Le groupe slave, les langues qui appartiennent au groupe slave, elles sont le russe, l'ukrainien, le biélorusse, le polonais, le tchèque et le slovaque, c'est ça? Oui, et quelques autres. Il y a aussi des Oui. Et langues le assez balte, quelle minoritaires. langue appartient au groupe balte? Euh, donc, attends, il faut que je traduise. Euh, 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 je ne sais pas comment le dire en français. Le lituanien et ça, je ne saurais pas dire parce qu'il faut que je traduise. Euh, euh, dans ce groupe, on dit litovski, latviski, euh, Lituanien. lituanien, parce que On va voir, c'est très. va voir, on va voir. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'on va faire? C'est le suivant. La prochaine classe, tu penses que c'est possible de parler dans une classe, dans une leçon, ou on aura besoin de plus? Ça, on verra, ça dépend du Notre matériau, vie. parce que parfois il y a des choses très intéressantes, très, Voilà, très voilà, bien, très bien. Donc, on verra dans la prochaine leçon, si on aura besoin de une, deux ou trois leçons pour parler du groupe slave. Et après, on aura voir pour le groupe balte aussi. Et voilà. Edouard, pour que cette leçon ne soit très longue, euh, merci. Merci beaucoup. Merci bien. Et on se voit dans la prochaine leçon, la leçon 10 avec le groupe slave. Merci, Edouard. ouais, mais avec grand plaisir, Merci. Salut. sans plaisir. Merci. Salut. Donc, je vais t'envoyer le link